Le mythe des logements vacants. Depuis des années, on entend de nouveau parler d'une crise du logement en France. Face à cette situation, différentes mesures sont proposées. Très souvent, des associations et des politiciens de gauche et d'extrême gauche réclament la réquisition des logements vacants. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi c'est une idée simpliste, mais pas si simple, et surtout pourquoi c'est une mauvaise idée. C'est quoi un logement vacant? Quand il s'agit des logements vacants, les gens ont souvent tendance à penser à des résidences secondaires qui ne sont occupées que quelques semaines par an, durant l'été par exemple, et vident le reste de l'année. Dans l'imaginaire collectif, un logement vacant, c'est un appartement sur la côte d'Azur, une maison de vacances sur la côte bretonne, une villa en Corse ou au Pays Basque, un chalet dans les Alpes ou encore un appartement haussmannien à Paris. Mais pourquoi? Parce qu'on entend souvent dire que les gens, et en particulier les jeunes, ont du mal à se loger dans ces endroits. Il est donc facile d'accuser les propriétaires de résidences secondaires et ceux qui font la location de très courte durée sur Airbnb. Il y a aussi des propriétaires qui sont accusés d'avoir des logements non occupés et de ne pas les mettre en location. Et face à ces situations, il y a des associatifs et des politiciens de gauche et d'extrême gauche qui proposent de réquisitionner les logements vacants. Mais ces gens ne savent pas vraiment ce que c'est qu'un logement vacant. Et souvent, ils ne se demandent pas pourquoi ces logements sont vacants justement. Les gens confondent souvent logement inoccupé, logement vacant et logement disponible. Selon la définition de l'INSEE, un logement vacant, c'est un logement qui est inoccupé, mais qui est soit proposé à la vente ou à la location, déjà attribué à un acheteur, donc déjà vendu, ou déjà attribué à un locataire qui n'a pas encore emménagé, en attente de règlement de succession, conservé par un employeur pour un usage par un ou plusieurs employés, ou sans affectation particulière, par exemple parce qu'il est vétuste. Donc, quand vous entendez dire il faut réquisitionner les logements vacants, si on suit la définition de l'INSEE, ça veut dire réquisitionner des logements qui sont en cours de vente ou qui sont sur le marché locatif, qu'ils aient déjà trouvé preneur ou non. Cela reviendrait à évincer des acheteurs légitimes ou de futurs locataires honnêtes. Mais dans certains cas, ça reviendrait à réquisitionner des logements plutôt vétustes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un logement vacant n'est pas forcément disponible et qu'il n'est pas forcément habitable non plus. Quand des gens proposent de réquisitionner ces logements, ils parlent en fait de réquisitionner certains types de logements inoccupés, que ce soit des résidences secondaires de vacances, des logements de fonction ou des appartements qui ne sont ni loués ni en vente. Où sont les logements vacants? Le phénomène des logements vacants, c'est aussi un phénomène géographique. Pour mieux le comprendre, il est intéressant de regarder où se situent ces logements. L'Observatoire des territoires a sur son site une carte de France avec la part de logements vacants. Si on affiche la carte des départements, on peut voir qu'en métropole, ceux avec les plus hauts taux de vacances sont principalement des départements à faible densité de population, situés dans ce qu'on appelle la diagonale du vide. Ce sont des départements comme la Meuse, la Haute-Marne, la Nièvre, l'Allier ou la Creuse. Pas franchement les endroits les plus attractifs de France. Ce sont des endroits mal dotés en services publics, avec une population vieillissante, pas assez de jeunes, pas assez d'emplois et pas assez de commerce. On voit qu'à l'inverse, les départements plus peuplés et plus denses ont un taux de vacances plus bas. Si on regarde les aires d'attraction des villes, on voit que ce taux est bas autour des grandes villes, que ce soit Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rennes, Rouen, Lille ou Strasbourg. Autour des petites villes dans la diagonale du vide, le taux est clairement plus élevé. Ces stats s'expliquent assez facilement. Les grands bassins d'emploi sont autour des villes. Les universités et les grandes écoles sont dans les villes. Les villes sont mieux dotées en commerce et en services de proximité. C'est aussi plus simple de rencontrer de nouvelles personnes en milieu urbain qu'en milieu rural. La demande de logement est donc plus forte dans les grandes villes, alors que dans les petites villes et les campagnes, la demande est beaucoup plus faible, en particulier dans la diagonale du vide. Quand quelqu'un vous dit que c'est scandaleux d'avoir des gens qui galèrent à se loger à Paris alors qu'il y a 3 millions de logements vacants en France et qu'il suffirait de réquisitionner, cette personne ne sait pas vraiment de quoi elle parle. Comme on vient de le voir, le taux de vacances est nettement plus élevé dans les petites villes et les villages, c'est-à-dire là où la demande est beaucoup moins forte. Les étudiants sans voiture qui cherchent à se loger pour étudier à la fac, ils cherchent un logement proche des transports en commun et proche de la fac. Une mère célibataire avec un ou deux enfants, si elle n'a pas de bagnole, elle va plutôt chercher à rester en ville. Ça n'a aucun sens de vouloir leur proposer des logements éloignés et à la campagne, là où il n'y a rien. Une durée de vacances variable. Un autre paramètre dont il faut tenir compte, c'est la durée pendant laquelle ces logements sont vides. On distingue généralement deux types de vacances. La vacance frictionnelle et la vacance structurelle. La vacance frictionnelle correspond à des périodes courtes,
généralement la transition entre deux occupants. C'est par exemple le cas lorsqu'un logement est en vente ou pendant la période d'inoccupation entre deux locataires. Cette durée peut être variable. Elle est plus courte dans les grandes villes, car il y a plus de demandes. Elle est aussi plus courte pour les petits logements. Selon une étude de l'Observatoire des loyers de l'agglomération parisienne, OLAP, la durée moyenne de vacances pour un studio, donc une pièce, est de 60 jours. Ces petites surfaces sont très prisées par les actifs et par les étudiants. Pour un appartement de 2 pièces, c'est un peu plus, 67 jours. Comprenez bien que ce sont des moyennes. Dans le tas, il y a des appartements qui partent beaucoup plus vite que cela. Les petites surfaces comme les studios sont très demandées par les étudiants et les personnes à bas revenus. Les 2 pièces sont très demandées par les actifs qui vivent seuls ou parfois en couple. Les appartements de plus grande taille ont tendance à rester vides plus longtemps car ils sont plus chers et car il y a moins de demandes. Selon l'INSEE, en 2021, 38% des ménages étaient composés d'une seule personne. C'est un peu moins pour les ménages de deux personnes. Si on arrondit les choses, on peut dire que grosso modo, 2 tiers des ménages comportent une ou deux personnes, et ceux qui comportent 3 personnes ou plus représentent le tiers restant. Maintenant, parlons de la vacance structurelle. On parle de vacances structurelles lorsqu'un logement reste inoccupé plus d'un an. Les raisons peuvent être diverses. Il peut être vacant parce qu'il ne trouve pas d'acheteur, parce qu'il est en travaux, parce qu'il est vétuste ou à cause d'un conflit juridique. Les logements ont plus tendance à être dans cette situation de vacances structurelle lorsqu'ils sont situés dans les zones à faible demande, par exemple dans la diagonale du vide ou lorsqu'ils sont en mauvais état. Maintenant, parlons des chiffres. En France, plusieurs acteurs publics font des études sur le sujet des logements vacants. L'INSEE est le principal organisme statistique du pays. Pour estimer le nombre de logements vacants, l'INSEE se base sur le recensement de la population. Cette méthode a cependant une grosse faille. Le recensement a lieu tous les ans dans les communes de plus de 10 000 habitants, mais dans les communes de moins de 10 000 habitants, soit 97% d'entre elles, il a lieu tous les 5 ans. Si un logement est recensé comme vacant à un certain moment, il sera considéré comme tel jusqu'au recensement suivant, même s'il a trouvé un occupant quelques mois ou quelques semaines après le premier recensement. Donc c'est un problème, ça n'est pas la meilleure méthode. L'autre problème, c'est que la marge d'erreur augmentait pour les données d'avant 2023 à cause de la fiscalité. Lorsque la taxe d'habitation sur les résidences principales existait encore, lorsque les gens avaient besoin d'emménager dans un appartement pour janvier, ils avaient tendance à éviter de le faire fin décembre, ils le faisaient au bout de quelques jours en janvier. Pourquoi? Parce que la taxe d'habitation était basée sur l'occupation au 1er janvier. Si vous étiez locataire d'un logement au 1er janvier de l'année, la taxe s'appliquait pour ce logement à la fin de l'année. Si le bail débutait le 2 janvier ou après, la taxe ne s'appliquait pas pour ce logement pour l'année en cours. Dans les données fiscales, certains logements étaient donc comptés comme vacants pour une année, alors qu'en réalité ils avaient un occupant au bout de quelques jours ou de quelques semaines. Depuis quelques années, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, le CEREMA, recueille des informations sur les logements vacants au sein de la base de données LOVAC. Les résultats annuels sont publiés sur le site Zéro logement vacant du gouvernement. Selon l'OVAC, en 2024, plus de 3,6 millions de logements étaient vacants. 68% d'entre eux, soit plus de 2,5 millions, étaient vacants depuis moins de 2 ans. Dedans, on retrouve bien évidemment des logements en cours de vente ou de règlement de succession, des logements en travaux et des logements pour lesquels de nouveaux occupants sont prévus. Cependant, 1,15 million de logements étaient vacants depuis plus de 2 ans. Comme vous vous en doutez, beaucoup d'entre eux sont dans des zones peu attractives. On peut aussi noter une estimation 1,5 million de passoires thermiques avec un diagnostic de performance énergétique F ou G. Avec des notes pareilles, vous vous en doutez bien, ce sont des logements mal isolés qui sont très coûteux à chauffer en automne et en hiver. Parmi les logements vacants depuis plus de 2 ans, on peut facilement faire l'hypothèse que beaucoup sont aussi des passoires thermiques F et G. Mais il faut prendre en compte une autre hypothèse. Certains logements n'ont pas de DPE du tout, parce qu'ils sont dégradés et à l'abandon depuis plusieurs années. Dans les coins très ruraux à faible densité, notamment dans la diagonale du vide, si vous passez en voiture, vous pouvez voir des villages avec beaucoup de maisons abandonnées. Parfois c'est depuis quelques années, parfois c'est depuis des décennies. Ces logements sont souvent en très mauvais état et donc pas habitables en l'état. Certains de ces logements sont comptés comme vacants par le CMA, d'autres non. Ces logements abandonnés, c'est souvent le cas dans des villages de moins de 500 habitants qui ont une population âgée, pas d'école, pas de commerce et qui sont trop loin des zones d'emploi urbaines. Pas de commerce, même pas une boulangerie, ça veut dire que vous devez prendre la voiture pour tout, même pour aller acheter le pain.
pas d'école dans la commune, ça veut dire que vos gosses ne peuvent pas aller à l'école tout seuls, vous devez les emmener en voiture. Ça veut aussi dire qu'ils ont peu de chances d'avoir des amis de leur âge dans le village. Et vous aussi. Avec la désertification rurale et la métropolisation, le nombre de logements vacants dans les campagnes va probablement continuer à augmenter, et pas simplement parce que les actifs déménagent vers les villes. Il y a beaucoup de vieilles maisons qui n'ont pas été rénovées depuis un moment et qui sont occupées par des personnes âgées, voire très âgées, qui n'ont pas forcément les moyens de les rénover, ni l'envie. Lorsque ces personnes partent en maison de retraite ou décèdent, ces maisons deviennent des logements vacants. Et il n'y a pas forcément de membres de la famille qui veulent venir y habiter, et il n'y a pas forcément d'acheteurs intéressés pour racheter ces maisons et en faire quelque chose. Beaucoup de logements vétustes actuellement occupés en zone rurale sont donc de potentiels futurs logements vacants. La réquisition, une atteinte à la propriété privée? Maintenant qu'on a vu la répartition des logements vacants en France, on peut parler d'aspects juridiques et moraux. Il y a différentes raisons de posséder un logement. On peut posséder un logement pour y habiter soi-même, pour y loger des proches, pour garder du patrimoine dans la famille, ou encore obtenir un revenu en le mettant en location. Mais on a aussi le droit de rien en faire. Le droit de propriété est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dans l'article 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Dans le Code civil, on a les notions d'usus, de fructus et d'abusus, c'est-à-dire le droit d'utiliser son bien, le droit d'en tirer des revenus, et le droit de ne rien en faire. Si l'État réquisitionnait des logements vacants privés, ça serait en contradiction avec le droit d'usus, car les propriétaires n'auraient plus la possibilité d'habiter dedans. Cela pourrait aussi être une violation du droit de fructus. Quand l'État ou une commune décide d'exproprier des gens pour faire un projet, le dédommagement financier versé est souvent inférieur au prix du marché. Ce serait probablement la même chose avec la réquisition. Les loyers versés par l'État ou les communes seraient vraisemblablement inférieurs aux loyers pratiqués dans le parc privé pour ce type de bien. L'idée que l'État ou les communes prennent des logements privés inoccupés pour les louer, c'est contraire au principe de la propriété privée. Et ça, les élus locaux partisans de la réquisition le savent. Certains prônent donc une taxation plus forte des logements vacants. En France, il y a une taxe sur les logements vacants et même une taxe d'habitation sur les logements vacants, qui, elle, vise plutôt les résidences secondaires en sous-occupation. Des élus et des associations veulent augmenter ces taxes. Mais selon l'interprétation de pas mal de juristes, une taxation trop forte visant à pousser les propriétaires à louer, voire à vendre, ça serait aussi une violation du droit de propriété, car les propriétaires concernés ne bénéficieraient plus de leur droit d'abusus. Cependant, l'État s'est arrogé depuis longtemps le droit de réquisitionner des locaux vacants. L'article L641-1 du Code de la construction et de l'habitation autorise les préfets, sous certaines conditions et après consultation du maire, à réquisitionner des locaux vacants à titre exceptionnel et de façon temporaire. Cette mesure est faite pour être exceptionnelle, elle est donc rarement utilisée. Il y a plusieurs raisons à cela. Il faut d'abord que les locaux soient vides depuis un certain temps. Ensuite, si l'État réquisitionne des logements privés ou des locaux vides d'entreprise, dans les deux cas, il y a des risques de recours juridiques. Si cette mesure est appliquée dans une commune, elle peut aussi être dissuasive pour les investisseurs immobiliers parce qu'ils ne savent pas s'ils vont pouvoir garder leurs biens. Beaucoup de maires sont réticents car c'est une mesure qui est mal vue par les propriétaires et ça peut jouer contre eux lors des prochaines élections municipales. Les locaux vides d'entreprise, ça peut sembler moins gênant, mais les entreprises en activité ont souvent des moyens juridiques plus élevés que les particuliers. Mais surtout, les locaux professionnels sont rarement adaptés. Prenez un bâtiment de bureau, vous avez des toilettes et des robinets, ça c'est inévitable, mais vous avez rarement des douches et encore plus rarement des baignoires. Donc pour faire habiter des gens dedans, en termes de sanitaire et d'hygiène, c'est pas génial. Et encore, pour les toilettes et les robinets, c'est pas sûr que tout soit en bon état si les locaux sont vides depuis des années. Et même si ça fonctionne dans un open space, le bruit ça résonne, il n'y a aucune intimité, donc pour loger des familles entières, c'est vraiment la dèche. C'est pour ça que pour l'État, quand il a besoin de reloger en urgence des gens, ce qu'il fait, c'est qu'il réquisitionne des chambres d'hôtel dans des établissements peu occupés. Là, il n'y a pas de travaux à faire, tout est prêt à l'emploi, et parfois ça peut arranger les hôteliers d'avoir un remplissage plus élevé et des revenus versés par l'État plutôt que d'avoir des chambres vides qui ne rapportent rien. Conclusion. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Nous avons pu voir que contrairement à ce que beaucoup de gens disent, la question des logements vacants n'est pas si simple. Le qualificatif de logement vacant a plusieurs significations. Dans beaucoup de cas, ça correspond
à une période de transition entre deux occupants, par exemple entre deux locataires ou deux propriétaires. Dans beaucoup d'autres cas, il s'agit de logements qui sont éloignés des zones à forte demande et situés dans des zones où peu de gens veulent s'installer. Par ailleurs, beaucoup de ces logements éloignés des zones d'attractivité sont vétustes, donc très coûteux à chauffer et très coûteux à rénover. Pour atténuer la crise du logement, il faut surtout augmenter l'offre abordable dans les zones où il y a beaucoup de demandes. Et pour cela, il faudrait par exemple délivrer davantage de permis de construire, mais aussi rénover davantage de logements existants et inoccupés. Mais il faut aussi que ce soit plus facile financièrement et plus intéressant de le faire. Et pour ça, il faudrait que ce soit moins taxé et plus rentable financièrement, afin qu'il y ait une incitation à le faire.